Ouais, je sais. On est presque rendu à la mi-octobre, mais j'avais toujours pas fait mon segment de quoi de neuf du mois de septembre, donc c'est parti! Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de septembre. Alors le segment Quoi de neuf, ça sert à être une revue des différents jeux que j'ai joués tout au courant du mois. Et là, le mois de septembre s'est déroulé avec à la fin un événement absolument fantastique qui s'appelle le Delirium ludique, un événement de 3 jours qui a été fait dans la ville de Québec. Donc c'est un événement annuel et j'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de quelques-unes de mes expériences de jeu. Donc c'est certain que je ne vais pas me répéter ici, mais j'avais quand même beaucoup d'autres jeux à vous parler. D'ailleurs, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez regarder les marqueurs de temps, donc dans la description de la vidéo ou encore sur la petite ligne sur YouTube, vous allez pouvoir vous orienter vers le jeu qui vous plaît, mais soyez quand même la bienvenue d'écouter le segment au complet. Parce qu'au courant du mois de septembre, j'ai joué 62 parties de 35 jeux différents et là-dedans, il y en a 22 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc là-dedans, il y a eu beaucoup de petits jeux qui ont été joués au Delirium, mais j'avais quand même d'autres excellentes expériences de jeu à vous parler. Donc, je vais commencer immédiatement avec un jeu qui s'appelle Ascension Tactics, Miniature Deck Building Game. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, Ascension est un jeu de deck building qui existe depuis déjà un bon moment. Il y a eu une tonne d'extensions, une version mobile vraiment super, et c'est un jeu qui est quand même très apprécié. Lorsque j'ai vu Ascension Tactique, une version de combat tactique sur des petites cases avec l'élément de deck building, j'étais un peu curieux, mais j'ai pas trop poussé. Et là, récemment, je me suis mis à faire un tour d'horizon de différents jeux de duel parce que je veux vous présenter un top que je vais faire sur les jeux d'affrontement, donc les jeux de duel. Et là, celui-là faisait partie de la liste. Je me suis dit, ah tiens, je vais l'essayer. Et wow, j'ai vraiment été impressionné. Donc, Ascension Tactique reprend la base du jeu Ascension avec l'élément de deck building. Donc, on a une rivière de cartes, on a des cartes qu'on va pouvoir jouer avec un certain niveau de monnaie qui va nous servir, donc du mana, de pouvoir acheter différentes cartes, d'aller dans notre deck. Donc, tout ça est traditionnel, mais l'autre valeur qui se trouve avec la valeur de combat va être utilisée pour pouvoir déplacer des figurines. Bon, en fait, le jeu de base vient avec des standees et je suis entièrement d'accord avec ça. La version Kickstarter vient avec des belles grosses miniatures. Moi, je suis tout à fait satisfait des standees, ça fait la job. Et avec ces points d'attaque-là, on va pouvoir les déplacer. Et là, le but, on va pouvoir aller éventuellement attaquer les autres joueurs, donc les autres standees qui vont être sur le plateau. Mais le but va être d'aller se placer à côté de certaines zones qui vont nous donner des points de victoire à la fin de notre tour. Donc, si jamais on contrôle des zones, on va recevoir des points de victoire et c'est une course aux points de victoire. Donc, c'est pas d'anéantir l'autre. Donc, on va pouvoir toujours ressummoner, si on veut, les différentes unités qu'on va avoir. Un jeu qui m'a vraiment impressionné. Mes attentes étaient plutôt moyenne, je veux dire, j'avais pas de grandes attentes et j'ai vraiment été impressionné. Ascension Tactique, un jeu qui m'a vraiment surpris. Le prochain jeu que je veux vous parler est le jeu Framework. Alors, Framework est un jeu de placement de tuiles du designer Uwe Rosenberg. Et si vous le savez pas, Uwe Rosenberg est reconnu pour souvent faire des jeux qui vont se ressembler. Donc, il y a beaucoup de jeux avec des mêmes concepts. Donc, il y a eu la trilogie qu'il y a eu avec un trio de jeux. Il y avait eu Cottage Garden, il y avait eu Spring, Indian Summer, et aussi Spring Meadows, c'est ça. C'est une trilogie de jeux de polyomino, donc de placement de tuiles. Et là, bon, il y a eu aussi également Patchwork. Après ça, il y a eu Nova Luna, qui a été très ressemblant avec Patchwork, avec un système de placement de tuiles avec certaines conditions. Et en plus de ça, il y en a eu un autre après ça qui est sorti immédiatement après, Sagani, qui ressemblait beaucoup à Nova Luna. Et là, Framework ressemble énormément à Nova Luna et Sagani. Donc, on dirait qu'il fait une rotation avec certains éléments. Le problème, et c'est là que ça peut sembler bizarre, ça peut sembler péjoratif de réchauffer quelque chose, mais ça reste que c'est des jeux qui sont quand même toujours bons. Donc, c'est des jeux qui sont jamais exceptionnels, mais qui sont toujours intéressants. Des bons petits puzzles de positionnement de tuiles. Donc là, ici, on va devoir prendre des tuiles, de les placer de manière à faire certaines séquences avec des couleurs. Et autant qu'il ressemble à Nova Luna et Sagani, autant que Framework, j'ai trouvé ça intéressant. Il faut réussir à avoir certains cadres, donc des frames de différentes couleurs. Et là, il faut réussir à faire des sections. Donc, c'est toujours des jeux que j'apprécie quand même. Donc, malgré le fait que c'est pas nouveau du tout, c'est pas original du tout, on dirait qu'il a comme changé un petit quelque chose et il a réchauffé le tout. Et ça marche quand même. Donc, je dirais que je suis un peu tiède sur ce jeu-là, du fait que c'est un concept de jeu que j'aime beaucoup, mais le jeu est pas très original. Ceci dit, si jamais c'est le genre de choses que vous aimez, je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil à Framework.
Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu que j'ai joué au Delirium et que je n'ai pas parlé. Je me gardais un petit peu de matériel quand même. C'est le jeu First Rat. First Rat est un jeu qui m'a vraiment impressionné parce que c'est un jeu qui a zéro facteur chance. Donc on va déterminer ultimement qu'est-ce qui va se passer pendant la partie. On va devoir s'ajuster avec les adversaires. Donc le thème est très amusant du fait qu'on est des rats qui ont trouvé des bandes dessinées dans les égouts, quelque chose comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on voulait aller vers la Lune, donc The Moon of Cheese. Et là, on va devoir fabriquer une navette spatiale, pour une roquette, pour pouvoir aller dans l'espace. Bon, on s'entend, ça va être toutes des retailles de plein de choses. Ça va pouvoir être du bicarbonate de soude avec du vinaigre qui vont servir pour pouvoir faire les propulseurs. Donc, thématiquement, j'ai trouvé ça très sympathique, mais le jeu est également excellent parce que c'est un jeu où on va avoir une piste de déplacement et lors de notre tour, on va pouvoir se déplacer d'un certain nombre de cases. Donc, on va choisir le nombre de cases pour aller sur les différentes tuiles pour pouvoir retirer des bénéfices. Mais on peut également, si on le désire, déplacer plus qu'un rat, parce qu'au départ, on a 2 petits rats qui vont se déplacer. Et le seul truc, c'est que les rats doivent se déplacer jusqu'à 3 cases maximum et tomber sur une case de la même couleur. Donc, une espèce de planning qu'on va devoir faire, collection de ressources, on a de la gestion, les premiers arrivés. Donc, lorsqu'on va compléter des objectifs, on va pouvoir mettre nos cubes qui vont servir. Donc, lorsqu'on va construire des morceaux de navette. Donc, on a vraiment beaucoup d'éléments à pouvoir penser pour le jeu. On a des bonus qu'on va pouvoir acheter avec le fromage qu'on a. Donc, vraiment un jeu qui m'a vraiment impressionné. C'est un bon jeu qui mérite d'être découvert. Un jeu quand même relativement facile d'accès, mais qui offre des bonnes décisions. Donc, on a joué à 5 joueurs, j'ai vraiment adoré ma partie. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, First Rat, un jeu qui passe très très bien. Un autre gros coup de cœur que j'ai eu pour le mois, c'est le jeu Massive Darkness 2 et vous n'avez pas fini de m'entendre en parler. Donc récemment, j'ai comme eu le goût de retomber dans mes vieux amours, des jeux de figurines. Bon, dans le temps, j'ai joué énormément à Descent 2, la deuxième édition, j'avais adoré ça. Il y avait un mode coopératif qui a comme donné une deuxième vie au jeu. Et là, je me cherchais récemment un jeu de Dungeon Crawler, un jeu de miniature. On brasse des dés, on bat des monstres. Et là, je me demandais lequel aller chercher. Le hic, c'est que autant que l'idée d'un mode campagne est intéressante à certaines occasions, moi je me rends compte que les campagnes, c'est pas vraiment pour moi. Donc ma réalité ludique est un peu différente de monsieur et madame tout le monde, et c'est correct. J'ai tendance à jouer énormément de jeux, et souvent, les campagnes, je les commence, mais je ne les finis pas. Donc je vais faire quelques parties, je vais être bien dans le jeu, et après ça, je vais tomber à d'autres choses. Donc là, je me cherchais un dungeon crawler avec des sections one-off. Donc une session, on monte de niveau, on bat des monstres, on a fini, on resserre ça. La prochaine fois qu'on leur sort, on choisit un autre scénario et on recommence à zéro nos personnages. Mais là, le hic, c'est que j'ai tellement aimé Massive Darkness que j'ai quand même acheté l'extension qui rajoute un mode campagne. Mais bon, j'ai pas encore essayé la campagne. Ceci dit, Massive Darkness est un gros coup de cœur, un bon jeu de figurines avec des dés, combat des monstres, donc un jeu qu'on va jouer coopératif, on va tenter. Et là, j'ai trouvé que le jeu est un bon ratio. Il est pas trop complexe, il est pas trop simpliste. Une chose qui le fait en sorte qu'il se démarque, c'est que chacun des personnages va se jouer de manière complètement différente. L'archer a un petit jeu de push your luck. Le magicien a une espèce d'amulette, donc il va placer des cartes et il va devoir viser quel sortilège il va activer, donc utiliser du mana pour déplacer les sortilèges, l'amulette du sortilège. Ensuite de ça, le berserker, lui, va devoir, quand il va recevoir des points de dégâts, il va pouvoir utiliser ces points de dégâts-là pour pouvoir fueler certaines habiletés. Et là, tous les personnages se jouent de manière différente. Le rogue, donc le roublard, lui, il va avoir une espèce de côté de backbuilding qui va être il va avoir un sac qui va pouvoir tirer. Vraiment, chaque personnage est vraiment spécial. Et ça me donne juste le goût d'aller chercher d'autres personnages parce que c'est le gros plus de ce jeu-là. Le fait qu'on a plein de personnages et le fait qu'il y a une quantité énorme de loot qu'on va ramasser, donc des pièces d'équipement à tour de bras qu'on va pouvoir ramasser. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un Diablo-like où on ramasse un paquet de choses. Et encore mieux, dans certains scénarios, on va même pouvoir avoir une forge. Donc, on va pouvoir aller échanger toute notre loot qui ne sert pas pour avoir du meilleur loot. Donc, on a vraiment de la collection d'objets qu'on va faire. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu coopératif. Il m'a permis d'avoir des belles soirées de jeu avec ça et j'ai vraiment apprécié. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un jeu euro qui a fait fureur. Mon collègue JP adore ce jeu-là. C'est le jeu Maracaibo. Donc, Maracaibo est un autre opus euro du designer Alexander Pfister, qui est un designer vraiment hors pair. Il a produit des jeux comme Great Western Trail, Maracaibo, Boon Lake, Mombasa, mais également des petits jeux qui m'ont beaucoup plu comme Port-Royal ou Oh My Goods. Donc, Maracaibo, pour plusieurs, est le saint graal du Alexander Pfister. Et là, j'ai joué ma première partie du jeu. J'ai vraiment trouvé le jeu excellent, mais
c'est un peu long. Et là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de jeux euro costauds que j'aimerais pouvoir sortir, mais que je ne sors pas, faute de temps, faute de gens avec qui jouer. Et c'est des jeux qui, si on joue à 3 ou 4 joueurs, ils étaient très très longs. J'ai fait une partie à 2 joueurs. J'ai trouvé que ma partie était un peu longue. J'ai quand même trouvé le jeu absolument excellent. Donc, j'ai rien à redire sur le jeu en tant que tel. Mais je sais que moi, j'aurai pas l'occasion de le sortir souvent. Et je sais qu'il y a un mode, encore une fois, un mode histoire, un mode campagne en solo, où on peut faire plein de scénarios. Il y a un mode histoire, mais comme je vous disais juste avant pour Massive Darkness, les campagnes, je les commence, mais je les finis jamais. Donc, je peux comprendre que pour beaucoup de monde, Maracaibo va être une espèce de jeu absolument génial. Rien à redire là-dessus, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai vendu ma copie, mais je me suis quand même réessayé et j'ai acquis la nouvelle version de Great Western Trail pour pouvoir l'essayer. Le prochain jeu que je veux vous parler est peut-être un step plus bas en termes de qualité de jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du plaisir. Freshwater Fly. Alors, Freshwater Fly est un jeu de la compagnie Bellwether Games. C'est un jeu avec un thème de pêche. Et là, la couverture ressemble beaucoup au jeu précédent qu'ils ont produit qui s'appelle Cold Water Crown. Cold Water Crown est un jeu de placement d'ouvriers, mécaniquement quand même très très bien pensé. D'ailleurs, beaucoup d'éléments de ce jeu-là ont été repris pour les pillards de la mer du Nord, supposément du placement. Donc le fait qu'on place pour activer et qu'on enlève ensuite de ça pour activer une autre zone. Et c'était un jeu qui était super. Freshwater Fly est un jeu qui est peut-être mécaniquement moins intéressant, mais le thème est absolument génial. Donc c'est un jeu de pêche à la mouche. On va tenter de devoir aller pêcher des poissons de manière à faire des points, donc collection d'ensemble selon d'avoir un certain type de poissons, des choses comme ça. Mais ce qui me fait vraiment triper sur ce jeu-là, c'est l'aspect du thème. Le fait qu'on va avoir le poisson et on a une espèce de marqueur qu'on va placer. On a une roulette comme pour riller un poisson, si on veut, un moulinet. Et on va placer notre token. Et là, lorsqu'on va faire certaines actions, on va pouvoir avancer d'un nombre de cases du moulinet. Et selon la résistance du poisson, on va avoir un peu plus de misère à tirer notre moulinet. Et selon le poisson qu'on va prendre, ça se pourrait qu'on ait besoin de le riller un peu plus longtemps. Et le feeling de rouler son petit moulinet en tant que tel, d'essayer d'aller chercher notre poisson, le thème est vraiment super. Et c'est drôle parce que autant que je pense que Cold Water Crown était peut-être un meilleur jeu au point de vue mécanisme, je préfère Freshwater Fly pour le feeling de pêche. Encore une fois, si la pêche ne vous intéresse pas du tout, c'est probablement pas un jeu pour vous. J'ai joué avec un ami qui est pêcheur et beaucoup plus que moi, et lui a vraiment aimé ça, il a vraiment aimé le thème comme ça, et je pense que c'est un jeu qui va être le thème par-dessus les mécanismes, et c'est pas à son détriment non plus. C'est pas un moins bon jeu. La preuve, je me suis dit, bon, ben, lequel que je vais conserver entre les deux, et c'est Freshwater Fly que j'ai décidé de conserver. Donc, un jeu où le thème va vraiment rehausser notre expérience de jeu. Si jamais vous êtes pêcheur ou que vous aimez la pêche, je vous invite à jeter un coup d'œil. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu que j'avais hâte d'essayer, qui s'appelle Reload. Reload est un jeu de type bataille royale. Donc, on a des personnages, donc c'est des clones, là, si on veut. C'est une espèce d'Hunger Game. On est sur une île et on va devoir s'affronter pour un show télévisé, là, pour si on veut, entertainer la foule, en tant que tel. On pense vraiment à un concept de Hunger Games. Donc, on a des personnages, on va avoir des armes, des choses comme ça, et on va devoir tenter de se promener sur cette île-là, de manière à ramasser certains objets, d'attirer les autres, de vaincre les autres également. Et là, on va pouvoir mettre des pièges, des choses comme ça. Gros problème du jeu, le livre de règles est absolument atroce. Le livre de règles est pénible, le livre de règles est difficile. J'ai fait ma partie et tout le long de la partie, j'ai eu le nez dans les règles. Même, écoute, je pense que j'ai relu le livre de règles et je suis comme... C'est pas un livre de règles qui est intuitif, c'est pas un livre de règles qu'on a la facilité, et je peux comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui ont probablement été turné off avec ce livre-là. Cependant, j'ai trouvé que le jeu avait des éléments très très intéressants, principalement la grande piste. Et là, chaque joueur va avoir une piste, et chaque fois qu'on va recevoir, qu'on va aller livrer quelque chose, qu'on va battre un ennemi, qu'on va faire un objectif, on va prendre des petits tokens, et les tokens vont avoir une grandeur variable. Donc selon la grandeur du token, on va le placer dans notre jauge, et si la jauge est rendue au bout, on va gagner la partie. Donc un espèce de côté de mérite, de Hall of Fame, de Star Trek, et j'ai vraiment trouvé ça bien pensé. Donc on peut pendant la partie aller chercher des beacons, donc des tuiles qui vont être par terre, essayer de les ramener au milieu, on va pouvoir mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Un système d'action de dés qui est bien pensé, qui est encore une fois pas très intuitif, mais c'est bien pensé. Je veux dire, je pense que c'est le genre de jeu qu'à jouer 3 ou 4 parties, on va pouvoir prendre un peu plus d'habitude, un peu plus d'aisance. Là, j'ai joué seulement 2 parties, donc je suis encore au stade, mais c'est drôle parce que j'ai envie de voir ce que ce jeu-là peut m'offrir, et je vais continuer de lui donner une chance, du moins pour au moins 2-3 parties, pour voir si ce jeu-là mérite de rester dans ma collection, parce que je pense que ce jeu-là a du potentiel, et bon, malheureusement, il s'est tiré un peu dans le pied avec son livre de règles, mais que voulez-vous, je crois quand même à ce jeu-là.
Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qui s'appelle Disney Sorcerer Arena. C'est un jeu de Disney. Donc, on va fabriquer notre équipe et on va affronter l'équipe de l'autre joueur. Donc, c'est un jeu de duel, donc 1 contre 1. Je pense qu'il y a un mode par équipe qui est disponible, là, on peut jouer. Mais sinon, à la base, c'est vraiment un jeu de duel. Donc, on va contrôler, je crois, 3 personnages. L'autre joueur va contrôler 3 personnages. Et on a des cases, on va se déplacer, on va faire des attaques. Et tout est géré avec un système de cartes. La twist, c'est bien entendu, c'est un jeu de Disney. Donc, ma partie que j'ai jouée, j'avais Ariel, Demona de Gargoyles. D'ailleurs, merci Disney d'avoir mis un personnage de Gargoyles là-dedans. Vraiment super. Et j'avais aussi un autre personnage qui m'échappe. Mais je trouve ça le fun parce que, bon, écoute, il y a Aladdin, il y a Stitch, il y a Sully, il y a Maléfique. Après ça, il y a Davy Jones avec l'extension Moana aussi. Il y a vraiment plein de personnages différents qui sont disponibles. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme jeu. Un jeu bien pensé, avec des effets. Un jeu qui est pas trop long. Un jeu qui est punché. Des beaux matériels. Les standees, là. C'est des standees en acrylique qui sont absolument magnifiques. Et j'aime les figurines, j'aime les miniatures, mais ça, là, si plus de compagnies faisaient des choses comme ça, des standees en acrylique sont absolument magnifiques. J'ai vraiment trouvé que ça faisait ressortir le jeu beaucoup. Et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. J'ai bien hâte d'y rejouer d'ailleurs, de voir qu'est-ce que les autres personnages ont à offrir. Donc, des équipes intéressantes. Donc, Disney Sorcerer's Arena. Je continue avec un jeu un peu plus léger, un peu plus familial, qui s'appelle Happy Little Dinosaurs. Et oui, j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, ça y est, ça prend ce jeu-là pour jouer avec mon fils. Mon fils est un grand amateur de dinosaures. C'est un petit jeu relativement léger. Bon, c'est la même compagnie qui a fait Unstable Unicorns. C'est des jeux qui sont Here to Slay aussi. C'est des jeux qui sont relativement légers avec un artwork absolument génial. C'est les dessins qu'on peut retrouver sur T-Turtle. Donc, des illustrations absolument magnifiques. Et ne serait-ce que pour les illustrations, ça vaut déjà la peine. C'est un jeu où on va éviter de recevoir des mauvaises nouvelles. Donc, chaque tour, les joueurs vont devoir jouer une carte avec une certaine valeur et le joueur qui va avoir eu la valeur la plus basse va récupérer la carte de cataclysme, la carte de problème qu'il va avoir. Donc, c'est vraiment très très mignon, mais il y a un petit jeu intéressant derrière de ça quand même, parce que certains personnages vont avoir différentes valeurs qui vont altérer les différentes valeurs. Donc, c'est pas un grand jeu, mais j'avoue que c'est très familial. On a eu du plaisir en famille. Ceci dit, j'ai joué juste 2 parties à date. J'ai pas joué avec des adultes non plus, j'ai joué avec les enfants, donc c'était beaucoup plus léger, mais c'est un jeu vraiment vraiment mignon. Je continue avec un jeu qui s'appelle Evian Suns and Stars. Alors, comme je vous parlais au début, j'ai parlé de Ascension Tactique, du fait que je faisais le tour de jeux de duel pour une vidéo future, un top futur. Et lorsque j'ai vu Evian, le pitch de vente est assez bon. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Magic the Gathering, du fait qu'on va pouvoir construire un deck. Bon, le jeu vient avec des decks préconstruits, mais on peut construire notre deck de manière à pouvoir essayer de trouver des combinaisons. Et avec ça, on va avoir un système de combat, donc sur une grille, je pense, de 4 par 3, où on va avoir un personnage et on va se déplacer, on va pouvoir jouer des cartes qui vont venir faire des status effects dans différentes pièces, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que le jeu était pas mauvais, mais je pense que c'est un jeu que, si on veut apprécier, on va devoir s'investir. Et là, il y a 3 boîtes de base, j'en ai essayé seulement une, mais les 3 boîtes de base, avec ça, on peut combiner les cartes, on peut fabriquer nos propres decks. Donc, je pense que c'est le genre de jeu que vraiment s'investir, c'est un jeu qui vaut la peine, mais pour moi, qui saute vraiment d'un jeu à l'autre, je pense pas que c'était vraiment un jeu pour moi. J'ai quand même bien apprécié mon expérience, mais c'est pas un jeu qui est resté dans ma collection du tout. Ensuite de ça, j'en ai des jeux finalement à vous parler. Hein? Ensuite de ça, je vais vous parler de 2 jeux que j'ai couverts récemment sur la chaîne. Premièrement, c'est le jeu Redwood. Alors, Redwood est un jeu qui est présentement sur Kickstarter. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la campagne de sociofinancement. C'est un jeu de photographie sauvage. Et là, je voulais en parler parce que, bon, je sais, oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais j'ai trouvé que le thème était tellement bien rendu. Donc, on est un photographe et on va devoir se déplacer en nature de manière à pouvoir prendre des clichés. Le concept même du jeu, c'est fait avec des gabarits de déplacement. Donc, au début de notre tour, on va choisir un gabarit de déplacement. Donc, on va le placer sur la base de notre petit bonhomme et on va pouvoir se déplacer à un endroit sur le plateau. Et on va également avoir un gabarit pour la prise de photo, donc un angle et une distance pour prendre nos clichés. La twist, c'est qu'on ne peut pas les essayer auparavant sur le plateau de jeu. Donc, on va devoir vraiment utiliser notre perception spatiale de dire, OK, je vais prendre lui, je vais me déplacer à peu près là, je vais prendre ça pour prendre mon angle. Donc, après avoir choisi ses gabarits, là, on peut placer le gabarit de déplacement, donc se déplacer à l'endroit où on veut, et après ça, coller le gabarit de photo pour le tourner comme on va le désirer. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très novateur sur ce point-là, parce qu'habituellement, c'est un concept qui est réservé aux wargames. Des jeux comme Warhammer, là, certaines versions de Warhammer avaient des templates qu'on appelle, et j'ai vraiment trouvé ça très original, et je me demande
demande pourquoi personne n'avait pas pensé à ça avant. C'est vraiment bien pensé. L'idée de photographie sauvage, en plus le thème de la nature est tellement un thème prédominant ces temps-ci. On voit beaucoup de jeux avec ça, mais bon, malgré le fait que ce soit un thème qui est très récurrent, j'ai trouvé ça très original. Et parlant du thème récurrent, le prochain jeu est également un autre projet Kickstarter qui s'appelle Life on the Amazonia. Life on the Amazonia est un jeu absolument magnifique fait par la compagnie Bad Comet. Donc c'est la compagnie qui a sorti le jeu Wild Serengeti il n'y a pas si longtemps que ça, avec les tout magnifiques petits Animeeples. Donc il récidive ici encore avec des Animeeples, avec un jeu de placement de tuiles, de backbuilding, de gestion de ressources. Je pense que la meilleure façon de l'appeler, ce serait le Cascadia du gamer, parce que on va devoir fabriquer un écosystème. Et le jeu, en plus, encore une fois, d'être magnifique, est très fonctionnel, du fait qu'il y a des petits trays pour pouvoir placer les ressources, donc on va pouvoir fermer. Donc ça rend le jeu beaucoup plus facile à sortir, mais on a également différents animaux, et là, on a beaucoup de variétés possibles. Chacun des animaux va avoir des conditions de placement, des conditions de points de victoire également. On va pouvoir collectionner des cartes, on va pouvoir aller justement avoir un paquet de choses qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est vraiment un jeu vraiment super. J'ai joué quelques parties déjà. Le seul bémol, c'est que peut-être aussi nos parties, on a pris un peu notre temps, mais ça peut être un peu long. Ma première partie à 2 joueurs a presque duré 2 heures. Après ça, ça a été un peu moins pire. Je pense que la première partie aussi, on essayait de faire le positionnement parfait parce que c'est une espèce de puzzle de positionnement. Et là, je me disais quand je faisais mon écosystème, mes habitats, ok, ben là, je vais pouvoir placer mon jaguar. Ok, là, je vais placer ma grenouille qui va être à côté d'une plante aquatique pour faire des points. Et là, je me faisais mon idée un peu de qu'est-ce que j'allais placer, mais il faut réussir à faire tout ça. Et là, quand la partie commence à débouler, hey, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc, on a peut-être un peu lagué sur la partie, donc élagué un peu la partie de manière à la faire durer un peu plus longtemps. Mais j'ai vraiment apprécié Life of the Amazonia. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Kickstarter. Les campagnes de Redwood et de Life on the Amazonia sont présentement actives. Donc, 2 jeux absolument magnifiques, mais pas juste beaux. Ils sont vraiment super. Bon, ça fait le tour un peu là, de la liste que j'avais à faire. J'avais une bonne liste de jeux quand même à vous parler, considérant que j'avais déjà pris beaucoup de ces jeux-là pour vous parler au Delirium. Donc, je pense que si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on vient d'atteindre les 16 000 abonnés. Et ça, c'est vraiment une belle marque que vous nous faites. Donc, c'est niaiseux, hein? Un petit clic de s'abonner. Je me dis, oh, pourquoi je m'abonnerais? Ça fait tout l'or du monde. Ça donne beaucoup plus de visibilité à la chaîne aussi. Et ça fait en sorte que ça nous rend vraiment fiers de faire ce qu'on fait parce que on le fait pour parler de jeu. On est des passionnés et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir fournir le plus de contenu possible. Et là, de voir qu'on est rendu à 16 000 abonnés. La chaîne a également fêté tout récemment ses 7 ans déjà d'existence. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment super. Et là-dessus, je vous remercie. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous remercier, vous pouvez le faire avec notre campagne Patreon. Vous allez retrouver dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir aller voir notre campagne justement. Et parlant de nos Patreons, je tiens à remercier quelques-uns d'entre eux. Donc, merci beaucoup à Martin Saint-Pierre, à David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jessica Hébert Mathieu, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Dominique Jaudoin. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de nous supporter comme ça, mois après mois. Et également à tout le monde qui suit la chaîne. Donc, c'est niaiseux, mais un petit like, un petit pouce en l'air, des petites choses comme ça, un petit commentaire aussi. D'ailleurs, j'adore ça. Allez écrire dans les commentaires. Si jamais vous avez des jeux que j'ai parlé, que vous voulez me donner votre avis. Je trouve ça toujours agréable parce que ma voix se fait entendre ici, mais là, c'est votre chance à vous de pouvoir justement discuter de ces titres-là. Donc, ça fait pas mal le tour de ma vidéo. Donc, au courant du mois, j'ai encore d'autres vidéos, d'autres excellentes vidéos à vous proposer, mais on va laisser le temps vous les faire découvrir. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!